Je me suis fait énormément accompagner parce que moi, je viens pas de la, enfin, je viens pas, je n'ai pas de la chimie. Par contre, moi, j'ai fait du conseil en industrie pendant 8 ans. J'ai beaucoup bossé dans l'industrie sidérurgie automobile, pharmaceutique quand j'étais en France et en Europe. Mais je suis revenue bosser ici pendant 5 ans dans des groupes qui faisaient de l'importation et de la distribution classiquement. Et puis après, pourquoi j'ai créé ma boîte? Ça, c'est un sujet intéressant. J'ai créé ma boîte parce qu'en revenant travailler ici, forcément, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses, hein, ma carrière que j'avais là-bas, mais j'avais envie de rentrer ici pour que mes parents passer du temps avec mes parents et que mon fils grandisse ici. Mais il y avait un problème entre mes capacités et ce qu'on me proposait ici. Et à un moment, vendre des produits intellectuellement, ça ne m'enrichissait pas beaucoup. Et il se trouve que je dis toujours, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu un harcèlement professionnel, le premier de ma vie, qui n'avait rien à voir avec mes compétences. Et donc, pour le coup, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, j'ai plus envie de travailler pour des cons. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que je pense que j'avais été formatée pour être salariée. Moi, mes parents étaient syndicalistes ici, mon père était dans l'armée. Je viens d'une famille plutôt fonctionnaire où on m'a demandé, je pense que j'étais formatée pour être un bon cadre dirigeant, mais pas forcément entrepreneur. Et je l'ai appris. J'ai eu de la chance quand je suis arrivée ici quand même parce que mon premier employeur était quelqu'un de super, c'était Éric Delahoussé qui m'a laissé les clés de ses boîtes et j'ai dirigé ses boîtes et c'est grâce à lui que j'ai compris que je pouvais être un dirigeant d'entreprise. En fait, après j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre et en fait j'étais en Martinique pendant la grève de 2009 et ça aussi ça a été un électrochoc pour moi parce que évidemment qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, évidemment qu'on peut se dire qu'est-ce que je fais, soit je fais rien et je suis passive et je subis, soit je fais quelque chose, soit je m'en vais. Il y a trois voies en fait. Donc j'ai décidé que je voulais faire quelque chose. Parents engagés et militants, on a tellement de potentiel ici, honnêtement. C'est dommage, on gâche. Mais il y a des choses magnifiques, on a des talents, on a des gens super ici. Et je crois en mon pays et je crois qu'on peut faire quelque chose. Donc je suis un peu utopiste, mais c'est pas grave. Et donc j'ai lancé ce projet et vous voyez, genre, je suis aujourd'hui devant vous, mais je serais jamais arrivée ici seule. Beaucoup de gens m'ont portée ici, beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'ai été très surprise. Mais j'ai eu beaucoup de choses. J'ai lancé du crowdfunding en France pour ma levée de fonds. Je n'en avais pas besoin, mais je voulais que ma communauté puisse venir. Et j'ai eu beaucoup de gens de Martinique et de Guadeloupe. Ça veut dire que les gens ont envie d'investir. J'allais dire les petites gens, mais ils savent pas dans quoi parce que la plupart de ces plateformes participatives ne prennent pas de projet d'outre-mer. Et donc ça m'a redonné aussi. Et j'ai eu beaucoup de messages de gens. On a mis un ticket, mais est-ce qu'on peut t'aider? Et moi, je les ai appelés tout de suite, je fais, évidemment. Et donc, en fait, j'ai plein de gens qui m'apportent cette intelligence collective. Moi, je vais monter une usine, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai besoin qu'on m'aide, parce que comment je vais faire seule? C'est un challenge. Là, j'ai embauché un directeur pour m'aider là-dessus, qui est un ancien directeur des Roms Clément. C'est comment réussir. Moi, c'est un projet collectif pour moi. Et moi, je suis très participative. Et donc, je trouve que c'est très encourageant de voir tout ce qui se passe autour de ce projet. Moi, en tout cas, des fois, quand j'ai envie d'arrêter, quand je vois toute cette bienveillance que je trouve, honnêtement, autour de moi, ça me réchauffe le cœur. Après, je trouve aussi plein de gens pas très sympathiques. Hein. Mais c'est pas toujours ce qu'on pense. Hein. C'est pas toujours ce qu'on pense. C'est parfois des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui ne vous aident pas en fait. C'est ça qui est terrible. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui va toujours que le côté positif. En tout cas, se faire entourer, c'est super important. Ne pas hésiter à pousser les portes. Moi, je pousse beaucoup les portes. Quand on me les ouvre pas ici, je passe par la métropole aussi. C'est important. Ou des fois, je passe carrément par l'étranger. Et faut pas hésiter non plus à aller chercher sa voie de succès ailleurs. Moi, je suis partie pour parler anglais, c'est super important. Faut pas avoir peur et faut partir. Moi, je vais vous raconter des anecdotes qui sont très révélatrices. Après, je laisserai la parole. Il y a quelques années, je pars aux États-Unis, à la Silicon Valley, avec des amis à moi somaliens. Parce que moi, pour information, je suis née, j'ai grandi à Djibouti avant de revenir en Martinique. Donc, j'ai une très forte connexion avec le continent africain, parce que j'ai beaucoup d'amis africains de plusieurs pays, anglophones ou francophones. Et donc, j'hésitais à ce moment-là et j'avais envie d'arrêter ma boîte. J'étais un peu découragée. Et donc, je lui dis, ouais, ok, c'est bon, je t'accompagne. Et j'étais jamais allée aux États-Unis, j'avais beaucoup d'a priori. Et on part à un congrès noir américain sur le financement. Et dans le hall de l'hôtel, je discute avec un grand black et on papote. Il me dit qu'il travaille chez Johnson. Je dis, ah, c'est marrant. Moi, quand j'étais en Martinique, je distribuais Johnson. Donc, on parle. On arrive à la convention. Et là, je découvre que mon copain somalien m'a mis speaker. Je n'étais pas au courant. Donc, je me dis, enfoiré.
Donc j'avais rien préparé, mais c'est pas grave parce que moi je suis prête, je suis toujours prête. Et pour le coup, il y a un Allemand qui vient me voir et me fait Charlie, t'as discuté avec mon patron. Donc lui, c'était un blanc qui bossait pour le vice-président Johnson qui était un noir. Donc c'était assez drôle. Il me fait bon, solidarité européenne. T'as discuté avec lui? Je dis oui, oui. T'as pris sa carte? Non, mais je lui ai donné la mienne. Il fait est-ce que tu sais qui c'est? Je fais non. Et là, je regarde que c'est l'invité d'honneur de l'Evan parce que c'est eux qui financent le congrès. Et là, il me dit tu vas lever ton cul de ta chaise et tu vas lui prendre sa carte. J'ai dit ok, bon bah moi qui suis très polie, qui ose pas, bah, pour le coup je me suis levée et en moralité, ils avaient créé un accélérateur Johnson avec que des anciens Johnson et ils m'ont intégré dedans et j'ai créé une boîte aux États-Unis avec eux. Vous voyez, ça, c'est un truc improbable. Et ça, c'est les rencontres, c'est les gens qui, c'est pas, ça joue pas à grand chose. Je vais en Angleterre, je fais une conférence sur la diversité, parce que moi, je suis très engagée en tant que femme de la diversité. Alors, en France, parce qu'ici, on est la majorité, mais là-bas, on est la minorité. Et là, je fais une intervention et il y a une dame dans la salle qui me dit, vous savez pas qui je suis, mais regardez sur Internet, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, je regarde sur Internet, je vois que c'est une milliardaire nord-américaine. Et j'ose pas, en fait. J'ose pas parce que je me dis, oh, elle est trop importante. Et elle me répond, enfin, elle m'envoie des textos, mais pourquoi je lui envoie pas un message? Et je réponds pas. Et à la fin, je lui dis, écoutez, franchement, Janice, vous êtes formidable, mais en fait, je suis pas du tout à votre niveau. Enfin, je sais pas, moi, Et elle m'a engueulée. Elle m'a engueulée. Elle m'a dit, mais si je te propose mon aide, pourquoi tu la prends pas? Et ça, c'est pas le mindset français. Hein. Je pense que c'est à l'américaine, on y va. En fait, maintenant, j'y vais. Je vous assure, maintenant, j'y vais. Et pour le coup, c'est une américaine ça a été une des premières femmes noires qui a monté un business qui pèse plus d'1 milliard. Elle a une chaire à Harvard, enfin, c'est une nana extraordinaire. J'ai fait un BSR. Je ne sais pas si vous connaissez le BSR. En fait, c'est quand on est en levée de fonds. On a un dispositif, les BSR, c'est comme les safes aux États-Unis. En fait, c'est très rapide. Les gens peuvent mettre de l'argent, investir, mais ils sont pas encore actionnaires. Ils seront actionnaires lorsqu'on fera la levée de fonds. Donc en fait, ils mettent l'argent tout de suite en signant un contrat. Et ils deviendront actionnaires plus tard. C'est pour faciliter les levées la levée de fonds. Et pour le coup, elle a mis dans mes BSR. Voilà, c'est des événements auxquels je participe où je rencontre des gens qui me proposent de l'aide ou des connexions, des rencontres. Et quand vous êtes ouvert à ça, et vous êtes réceptif, ça peut changer votre vie. C'est ça en fait, mon destin d'entrepreneur, c'est pas être centré, pas non plus trop se fermer, mais c'est aussi d'aller vers les autres. Voilà. Donc là, mes projets, donc nous, on a 3 domaines d'activité. On fait de la R&D. Dans le domaine de la santé, on a une marque qui vend des produits finis. Et on a ce projet d'usine, on va devenir fournisseur de matières premières pour d'autres. Donc notre premier client, c'est par exemple les rhums Clément, pour qu'on a développé l'arôme de Banacan. On n'avait jamais fait d'aromatique et de rhum, mais on fait de la chimie. En fait, qu'on fasse de la chimie pour la cosmétique ou qu'on fasse de la chimie pour l'arôme, c'est pareil, c'est de la chimie en fait. Et on a signé avec des grandes maisons des grandes maisons de cosmétiques qui justement cherchent à sourcer des matières premières exotiques. Et au lieu d'aller peut-être à Madagascar ou à l'île Maurice, tant qu'à faire, autant faire du Made in France. Et donc pour le coup, je travaille aussi sur des projets de R&D avec eux et ils seront futurs clients de cette future usine. J'ai un parcours à la base très international, mais je me suis dit le tissu local l'ancrage est important, mais les marchés sont internationaux. Et donc, et je me suis dit, si on veut avoir un business viable, il faut exporter partout, en fait. Et donc, c'est un peu la démarche différente. Et après, Emmanuel Lossin, il est principalement pharmacien et il écrit des œuvres magnifiques sur la pharmacopée, mais il n'a pas lancé de marque, hein, il me semble pas. Donc, mais c'est un homme brillantissime. Enfin, tous les deux avec Tramine ont beaucoup contribué, notamment à la reconnaissance de la pharmacopée. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire du business maintenant sur la biodiversité. C'est pour ça que c'est un enjeu, parce que faut quand même imaginer que depuis le Code Noir, on n'avait pas le droit de faire commerce de nos plantes. Hein. Et donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit reprendre en main, c'est ça. Hein. Il faut qu'on arrive après tant de siècles d'inexploitation de nos ressources, il faut qu'on arrive à le valoriser. Mais ça passe par de la science, parce que la science prouve à la fois l'efficacité et la toxicité, parce que vous avez des plantes qui sont efficaces mais toxiques. Et donc, vous devez apprendre à savoir à quel moment, nous, quand on fait des essais, on regarde la cytotoxicité dans la cellule. Donc, il y a un moment ou un autre, à un certain dosage, c'est toxique. Mais à un dosage en dessous, ce n'est pas toxique. C'est comme la carambole, par exemple. On sait que trop de carambole, c'est mauvais pour les reins. Ben, c'est pareil. Voilà. Donc, il y a toujours dans le végétal. Alors, par exemple, il
il y a toujours, ouais, il faut toujours faire attention. Il y a du bien et du moins bien, et c'est un effet de dosage. Alors que il y a l'huile, les huiles minérales, elles sont pas bonnes pour l'environnement, mais elles sont très neutres pour la peau. Mais bon, alors que le végétal vit en fait. Et donc c'est important aussi. Enfin, lancer un produit, c'est pas juste lancer un produit. C'est regarder, par exemple, je prends un exemple. Nous, quand on lance un ingrédient, forcément, on doit pouvoir reproduire la même concentration. Sinon, ça veut dire que l'ingrédient n'est pas stable et qu'on n'a pas les mêmes antioxydants. Donc, ça veut dire que la répétabilité n'est pas prouvée et démontrée. Donc, déjà, il faut s'assurer que le process est bien maîtrisé et qu'on a une cohérence à chaque production. Ensuite, vous devez vous assurer que l'ingrédient n'est pas toxique. Et donc, il faut faire des tests sur le produit, en fait. Plus, après, vous faites un produit cosmétique, par exemple. Là, vous faites une formule. Vous devez regarder si la formule est stable, s'il n'y a pas de développement microbien, tout comme dans l'ingrédient. Et ensuite, vous devez regarder si dans son packaging, la formule vit bien. Parce que des fois, dans un plastique, par exemple, ça peut absorber le plastique. Donc, en fait, on a plein d'étapes différentes avant de mettre un produit sur le marché que beaucoup de gens ne respectent pas, qui coûtent beaucoup d'argent d'ailleurs. En plus, nous, on est certifié bio, vegan, cruelty free, et chaque certificat nous coûte de l'argent et nous demande beaucoup de tests. Et c'est ce qui fait qu'après, on peut vendre en cosmétique, parce que la cosmétique, c'est comme les médicaments. On a de la cosmétovigilance, comme la pharmacovigilance. C'est une des rares activités où c'est aussi fliqué que les médicaments, en fait. Mais donc, je peux pas expliquer, parce que je pense que chaque parcours est différent, et on a en métropole, on le voit, il y a de très très beaux parcours. Et je pense que c'est aussi un parti pris de, est-ce qu'on décide de se mettre beaucoup en avant, de faire beaucoup de publicité, est-ce qu'on décide de cibler des marchés internationaux ou français ou martiniquais, guadeloupéens. C'est une stratégie à la fois de communication et de développement commercial. Il n'y a pas de formule magique, malheureusement. Quand j'ai créé ma société, personne ne croyait en ce que je faisais. Il n'y avait pas de marché, personne croyait en des ingrédients issus de la banane. C'est comme si je parlais de pommes de terre, personne n'y croyait. Et sans compter le chlordécone. Alors moi, j'ai eu quand même beaucoup de freins. Mais par contre, moi, j'ai prouvé, en fait. C'est pour ça que j'ai fait une preuve de concept. C'est-à-dire que j'ai prouvé, en créant une marque de toute pièce, qu'il y avait un intérêt. Mais en fait, au départ, je voulais pas faire de marque. Donc j'ai prouvé qu'il y avait un marché. Et une fois que j'ai prouvé ça, en fait, j'ai pu revenir en arrière. Je me suis énormément battue, en fait. Donc oui, j'avais des brevets, mais il faut toujours penser au coup d'après, en fait. Et après, je pense que c'est aussi à nous d'aller voir nos élus et de leur parler de nos projets et de leur dire c'est un peu quoi notre vision, et de leur expliquer peut-être ce qu'on attend d'eux, en fait, ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait qu'ils soutiennent, et leur expliquer. Moi, j'ai pas eu de frein autour de mon projet. Enfin, pas des collectivités ou de l'État. Je pense qu'il y a une vraie volonté de vouloir développer des choses, mais à nous de prouver aussi, de faire notre travail en tant que... Mais ça prend du temps, par contre. Hein. Je pense que j'aurais fait mon projet ailleurs, j'aurais été plus rapide. Ça, j'ai discuté encore avec des Chinois qui m'ont dit, non mais vous en France vous êtes trop lent. Mais ça, c'est déjà français à la base, hein. Faut pas non plus... c'est déjà français. Ils m'ont dit, moi en 4 mois votre usine elle sort de terre. Mais en gros, on veut bien mettre de l'argent, mais quitter la France et venez chez nous. En fait, j'ai eu beaucoup de propositions, on m'a demandé de partir. Mais bon, je veux quand même faire celle-là en Martinique, puis après j'en ferai d'autres ailleurs. Mais c'est sûr que c'est globalement français. Il y a beaucoup de... Si on veut y arriver, il va falloir qu'on change notre façon de travailler. Il faut qu'on travaille ensemble. Parce que les marchés sont mondiaux. Vous voyez la concurrence maintenant. En fait, on devrait développer vraiment cet esprit chauvin martiniquais, comme peuvent l'avoir les Corses ou les Bretons. Mais on est martiniquais. Moi, je suis fière d'être martiniquaise. Je parle tout le temps de la Martinique quand je suis ailleurs. Et quand même, je suis dans des réunions dans les ministères, je défends beaucoup la Martinique. Si on arrivait à être Martinique avec un grand M, ce serait déjà génial. Moi, j'ai trouvé qu'une des bonnes initiatives que j'ai mis en place, c'était avec les Roms Clément. C'est pas moi qui suis allée les chercher, ils sont venus me chercher. Je pense que je n'y aurais jamais pensé. Et ils m'ont dit, en fait, on voudrait un arôme, mais on s'est dit, pourquoi pas le faire par toi, puisque tu es une experte de la banane. Et en fait, moralité, je l'ai développé, je le produis pour eux, et donc ça, c'est hyper bien. Enfin, je veux dire, c'est un circuit hyper positif, parce que en fait, c'est un produit qui est Banacan. En fait, moi, je suis très très fière de ce produit, parce que je me dis, on me boit. C'est presque plus, je trouverais ça presque plus excitant qu'un produit cosmétique. Je sais pas pourquoi, mais c'est deux boîtes qui bossent ensemble pour développer un produit. Et donc maintenant, je suis leur fournisseur, et donc plus ils en vendent, plus j'en vends. Et en fait, donc moi, quand ils me demandent de faire de la com, je le fais. Et moi, dès que je fais un événement à Cadalis, qu'est-ce que je mets? Je fais un bar avec des Banacan.
Et en fait, donc moi, je fais... En fait, et ça, c'est de la communication croisée. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est des choses ensemble. Donc, et ça, j'espère que c'est que le début. Mais dans le mindset, c'est aller voir l'autre. Et je pense que c'est aux puissants d'aller voir les plus petits. Parce que le plus petit n'osera peut-être pas. Alors aussi, ça a été un projet qui a été intéressant parce que eux ne se rendaient pas compte du budget. Parce que faire un projet de recherche pour développer un arôme, c'est pas juste je fais le truc comme ça, hein, c'est une réglementation. D'ailleurs, on a passé le TTB américain, c'est-à-dire qu'on a passé la réglementation américaine, donc on peut vendre l'arôme maintenant aux États-Unis aussi. Mais il faut, quand on produit quelque chose et qu'on veut le produire pour qu'il soit exportable, en tout cas en France et ailleurs, il faut le faire dans la réglementation. Donc ça demande, encore une fois, on passe du labo, on pilote en industrie. À chaque fois, on regarde si on a bien les bonnes molécules qu'on a extraites, parce que un arôme, c'est de la chimie, c'est de la molécule. Et donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc ça, je trouve que c'est un super exemple. Moi, j'en suis super fière. Il faudrait travailler plus ensemble comme ça. Sur qu'est-ce que peut faire Contact, typiquement, on va chercher des ressources, qu'elles soient ici ou là-bas, ou des jeunes ou des gens qui veulent rentrer, ou aussi des partenaires, des sous-traitants en fait, où on va aussi activer ici, mais aussi là-bas, parce qu'on est quand même sur des domaines très particuliers qui sont de la chimie, très technique. Donc il nous faut aussi la compétence qui est en métropole, parce qu'on l'a pas ici. Donc oui, on a des offres d'emploi qu'on peut relayer. Peut-être qu'on aura des appels d'offres aussi. Peut-être que vous pouvez nous aider à relayer. Ce serait bien. Et encore une fois, moi, je suis primo-industrielle. Donc, si je peux avoir des gens autour de moi qui m'aident à me challenger, moi, je veux bien, parce que moi, j'y connais rien. En fait. Moi, je connais mes process, mais je connais pas. J'ai jamais monté d'usine. Donc ça, ce sera tout nouveau. En plus, on veut en faire une usine modèle, parce qu'on va faire un système de joint venture avec des pays à l'étranger avec qui on est déjà en contact. Donc en fait, l'usine de Martinique, ce sera l'usine modèle qui servira après à aller l'externaliser ailleurs. Vous voyez, en fait, tout peut se scaler. C'est pas qu'un produit en fait. Un modèle d'usine avec un modèle de process et de machine, ça peut s'exporter et on peut vendre les usines ailleurs. Et c'est ce qu'on va faire aussi. En fait, je pense toujours scaler un peu partout. On est des experts de la phytochimie du bananier, donc plusieurs variétés et tout le bananier. Hein. Mais on est des experts de l'extraction, donc en fait, on peut travailler sur n'importe quelle ressource. Après, la difficulté, c'est que l'apprentissage de la phytochimie d'une plante, ça prend du temps. Et donc là, comme on a beaucoup de données, on a 15 ans de données, là, je suis en train de travailler, parce que moi, je viens de la tech à la base, je suis en train de travailler sur un algo, et avec l'IA, c'est ça qui est génial pour faire du prédictif, qui nous permettra de passer d'une plante à l'autre plus facilement, quand on a beaucoup de données comparatives d'un procédé à l'autre, parce que, en fait, transformer, en fait, on n'a pas le même résultat en fonction du procédé. Si j'extrais avec du CO2, si j'extrais avec du micro-ondes, si j'extrais avec des ultrasons ou l'éthanol, j'aurais pas le même résultat. La question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? En fait, c'est un couplage entre le coût et le type de molécule qu'on cherche à extraire. Après, la sargasse, je m'en suis jamais occupée. C'est sûr que c'est pas forcément ma priorité. Pour plusieurs raisons. Alors, moi, j'ai vu énormément de projets, notamment au Mexique, depuis très longtemps sur la sargasse. La problématique, c'est, enfin, pour moi, hein, c'est pour ça que ça m'a jamais intéressé. Il y a beaucoup. Alors, le chlordécone, sur le sujet du chlordécone, bon, moi, j'en ai pas dans la banane, hein, parce que de toute façon, ça migre pas. Mais quoi qu'il en soit, il existe en chimie. On peut très bien, comme c'est une grosse molécule, on peut utiliser de la filtration pour enlever la molécule. Donc ça, c'est pas gênant. On peut très bien l'enlever en chimie. Ça, c'est pas un problème. Oui, on peut. En fait, c'est même pas du charbon actif, c'est juste on filtre la taille de la molécule et on l'enlève en fait. Donc on peut purifier un extrait. Donc ça, c'est pas gênant. Par contre, le process est plus compliqué parce qu'il y a de l'eau salée, il y a du sable, faut laver, rincer. Ça consomme beaucoup d'eau. Et moi, je suis sur des process qui consomment peu d'eau parce que justement, moi, je suis très dans l'éco-extraction. Et en plus, c'est le problème du sourcing, c'est aléatoire. Enfin, c'est tout ce qui fait que moi, j'ai préféré, sur l'activité principale, travailler sur le bananier et après sourcer d'autres agrodéchets. Mais je pense qu'il y a du business pour tout le monde. Donc, si quelqu'un veut monter un site... Mais après, je n'ai pas regardé la sargasse. Mes salariés sont à 85% ingénieurs. C'est ce genre en biochimie, process, pharma. Ça, c'est peut-être des formations qu'il faudra développer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la CTM a lancé le CTBium. Et ça va beaucoup aider parce qu'il y a énormément d'équipements. Là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai embauché une directrice innovation qui est une Guadeloupéenne qui dirigeait l'innovation d'un très grand groupe européen.
Donc il y a des talents incroyables hein, dans le monde entier qui viennent de nos îles. Et pour le coup, je l'ai embauchée parce qu'elle avait envie de valoriser les Antilles. Et elle est venue visiter le CTBM. Elle m'a dit il y a des super équipements. Franchement, c'est hyper intéressant. On va pouvoir bien travailler. Donc je pense que l'écosystème qui manquait technologique est arrivé. Et ça, c'est bien. Après, il manque des collaborations avec des facs, des universités. Moi, je pense que des formations d'ingénieurs en chimie, ce serait important. Et peut-être aussi travailler avec des écoles françaises pour que les alternances, le format soit pas 3 jours, 2 jours, mais 6 mois, 6 mois. Parce que la difficulté, c'est que moi, je peux pas... Bah, ouais, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que moi, j'ai beaucoup de profils antillais que je prends en alternance en métropole parce que j'ai pas leur rythme fait que je ne pourrais pas les prendre ici. Ça, c'est un vrai problème. Là, je vais prendre une jeune Martiniquaise parce qu'il se trouve que son rythme est parfait. Elle fait 3 mois à l'école et tout le reste en entreprise. Donc, en fait, de septembre en novembre, elle sera en métropole et après, elle va venir ici. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, je pense que si on veut prendre plus de jeunes talents, il faut que soit les écoles, peut-être dès la métropole, on leur demande de changer un peu le rythme pour qu'on puisse nous refaire venir des talents pour les alternances, soit avoir des formations parce que là, on a vraiment tout. Parce que s'il y a des formations ici, moi, je pourrais les prendre en alternance, enfin, par exemple, typiquement. Donc ça, ce serait pas mal. On a eu 2 doctorants et on n'a pas pu les prendre ici parce qu'il n'y a pas de formation. Donc on s'est fait refuser le doctorat ici et on a dû s'inscrire en métropole. C'est pour ça qu'on a mis des partenariats en place avec des universités dans le sud de la France, parce que techniquement parlant, on ne pouvait pas le faire ici. Je ne suis pas toujours comprise, parce qu'on attend des fois des résultats immédiats, en fait. Et alors que quand on fait de la recherche, c'est des temps longs. Et moi, je vois ici, j'ai rencontré des gens ici, notamment pour des investissements, et ils m'ont dit, mais non, mais c'est quoi la rentabilité? Nous, c'est achat-vente. Oui, je sais, j'ai bossé pour des business comme les vôtres, je connais très bien, mais le problème de la recherche, c'est que c'est des temps longs qui sont incompressibles. Donc, et forcément, après, tout devient possible. Une fois qu'on a tout compris, tout devient possible. Et les brevets, c'est super important, le savoir-faire. On n'est pas obligé de tout breveter, parce que quand vous brevetez, c'est connu. Hein. Donc, il y a toujours une partie qui n'est pas communiquée, en fait, entre le savoir-faire secret et le brevet et la marque. Mais en fait, il y a tellement de leviers possibles. En fait, pour revenir aussi à ta question, il y a plein de formations en ligne qui sont disponibles maintenant, en fait. Et donc, Harvard, les grandes écoles les font. Il y a plein de certificats qu'on peut apprendre en ligne. Donc, si on est purement tech, pas tech-chimie, mais purement tech logiciel et autres. Et après la chimie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, il faut travailler avec des équipements. C'est vraiment incompressible. Mais pour le coup, maintenant, ils sont disponibles. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Mais moi, je crois beaucoup à la propriété intellectuelle. Je crois beaucoup à la valeur immatérielle. Parce qu'elle est illimitée. J'ai appris à vivre chichement. En fait, j'ai mis tout ce que j'avais dans ma tech. Vraiment. Enfin, je crois même les 2 dernières années, j'ai même mis en danger ma marque parce que j'ai pompé toute la trésor de ma marque pour ma recherche. Parce que c'est un investissement qui rapportera en fait plus tard. Et ces données-là, c'est ce qui fait vraiment. En fait, une marque, c'est une valeur immatérielle de visibilité en fait. Donc c'est souvent associé à une personne ou à tous les moyens moteurs que vous mettez autour d'une marque. Mais les données de propriété intellectuelle, c'est plus tangible. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus tangible. Bien sûr, vous avez des followers et tout pour une marque, mais donc ça peut être les réseaux sociaux, vous abonner sur les newsletters. Enfin bref, c'est tout ça. Mais les données, ça c'est quand vous savez les valoriser, ça c'est. Et avec l'IA maintenant, on fait des choses super. Hein. AstraZeneca, c'est un projet Diversity Supplier. Donc, ils se sont pas arrêtés. Et après, même si, alors j'ai une de mes très bonnes amies qui s'occupe de tout ce qui est diversity au sein du groupe LVMH, qui est guadeloupéenne aux États-Unis. Alors, ils continuent les projets, mais ils les font d'une façon plus discrète. Mais il y a toujours des projets. Et les communautés sont extrêmement soudées. Il y a encore, j'étais invitée, mais là, je peux pas y aller. Là, j'ai été contactée par des réseaux noirs américains pour participer Ils se réunissent chaque année autour du 15 août sur une île avec toute une élite noire américaine. Et ils m'ont dit, mais ce que tu fais est trop génial, on voudrait que tu viennes. Bon, c'est juste que là, c'est pas possible en si peu de temps de faire l'aller-retour, c'est pas possible. Mais j'irai l'année prochaine, c'est pas grave. Il y a des super écosystèmes qui fonctionnent très bien. Et donc, même si ce qui se passe en ce moment est transitoire, ça continue toujours. Je vois des magasins comme Target
Il continue toujours de pousser la diversity, mais d'une façon différente. Mais ça continue, en fait. Donc, moi, je suis pas spécialement inquiète. Ça continue toujours, mais d'une façon différente, mais ça continue toujours. On a beaucoup de possibilités. Et moi, si je pouvais aussi donner des petits messages, si plusieurs personnes écoutent ou réécoutent, en tant que femme, c'est vrai que c'est pas facile. Si j'ai encore une réunion cette semaine avec une banque. Moi, quand je fais des réunions en métropole, les gens ricanent pas, en fait. Ici, ça ricane. C'est très pénible. Où est ma petite dame, tout ça. Franchement, j'en ai tellement entendu. Bon, ça, je reste soft, hein, parce que je vous cache tout le reste. Parce que je préfère rester positive. Mais être amenée à sa condition de femme assez régulièrement, c'est vraiment c'est chiant. Après, moi, j'ai beaucoup de caractère. Et on m'a dit il y a pas longtemps, mais que je parlais comme un homme. Parce que moi, j'ai aucun problème à être même grossière. Je m'en fous totalement. Parce que moi, je suis déterminée. Et j'ai pas non plus envie de renoncer à ma féminité. Parce que en face de moi, là, j'ai fait des due diligence dans le cadre de ma levée de fonds avec des gros trucs français. Je peux vous dire que c'était pas facile, hein, parce que moi, mes équipes sont à aujourd'hui 100% féminines. Je viens de faire rentrer un homme, mais on n'est que des femmes. Et donc, à chaque fois, on avait des remarques qui étaient un peu rabaissantes, mais on connaît tellement bien nos dossiers qu'à la fin, en fait, honnêtement, quand je commence, moi, j'explose la personne en face de moi parce que je connais très bien mes dossiers. Par contre, j'ai beaucoup de mentors qui sont des hommes formidables. L'ancien PDG de Nocibé, enfin l'ancien PDG de Johnson France, enfin j'ai l'ancien patron d'Essilor, Xavier Fontanet, qui m'a payé HEC. Parce que moi je suis universitaire, il m'a dit Charlie, à un moment ou à un autre, tu peux te faire virer de ta boîte par le fond, parce que t'as pas la bonne école. Et il m'a offert HEC. Voilà, donc j'ai suivi un executive education. Donc j'ai quand même des grands patrons d'industrie, de capitaines qui me soutiennent, qui sont mes mentors. J'ai pas trouvé l'équivalent ici, c'est quand même formidable. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait j'ai des mentors dans le monde entier, mais pas sur mon propre territoire. Ça, c'est... Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a des gens formidables ici qui ont des entreprises qui fonctionnent. Pourquoi ils ne passent pas du temps à faire du mentoring pour faire émerger une nouvelle catégorie d'entrepreneurs? Parce que le problème, moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait une vraie classe bourgeoise. Il y avait une vraie catégorie d'entrepreneurs. Donc, il y avait le haut, en bas, le milieu. Moi, je la vois moins. Et puis, tous les gens de ma génération ne sont pas revenus, en fait. Et donc, il faut... Et ça, je le vois dans plein d'autres pays. Il faut faire émerger une nouvelle catégorie d'entrepreneurs. Parce que plus on a de l'argent, plus on dépense dans les centres commerciaux ou dans les voitures, ou dans les produits. Et donc, il faut que la population s'enrichisse si on veut tous s'enrichir. Et donc, il faut créer des business. Donc, il faudrait qu'une certaine catégorie de la population qui a les moyens intellectuels, parce que c'est pas toujours l'argent, c'est aussi intellectuel. Moi, la plupart de mes mentors sont des mentors intellectuels. Moi, je les appelle en mode SOS, qu'est-ce que je fais? Là, je sais pas, je fais quoi? Et j'ai ma hotline. En fait, là, je reçois mon contrat d'obligation convertible, je vais l'envoyer à quelqu'un j'ai un ancien, un de mes partenaires qui est un type qui a fait fortune dans l'informatique. C'est lui qui relie tous mes contrats, mes statuts, parce que moi, l'avocat ne sait pas tout. Et donc, il faut des gens qui sont aguerris, qui savent ce que c'est. Et il faut des gens qui ont vécu, parce que les gens qui ont eu tout facilement, ils savent pas, ils connaissent pas l'adversité, c'est pas les bons conseillers. Mais il y a les gens qui ont souffert sont des très bons conseillers. Donc, en fait, autour de moi, j'ai des gens qui ont galéré, qui ont fait fortune, mais en galérant. Et en fait, ils relisent mes documents et ils m'apportent un soutien. Et ben, j'y serais pas arrivée sans tout cet écosystème autour de moi, en fait. Et donc, les gens qui ont les moyens intellectuels ou les moyens financiers devraient passer un peu de temps à mentorer d'autres personnes pour les faire émerger, parce que ça, c'est un cercle vertueux. Moi, je passe aussi du temps, comme là, aujourd'hui, je viens là, mais moi, je passe du temps aussi partager, échanger, parce que c'est une intelligence collective qui nous fera sortir de cette mentalité où chacun est dans son entre-soi et être individualiste, alors que moi, qui suis beaucoup dans les communautés chinoises, indiennes et autres, eh ben, les Chinois, ils sont tellement très très forts, ils bossent beaucoup ensemble, les Noirs américains bossent beaucoup ensemble, moi qui voyage beaucoup, je vois bien toutes ces synergies-là, et nous, on devrait le développer. Parce qu'on a des gens, enfin, la bienveillance, moi je suis quelqu'un de très bienveillante, je me laisse pas faire, mais je vois toujours le côté positif en fait, en tout cas, et ben, c'est ça qu'on devrait développer. C'est s'entraider nous. À un moment, ben moi, voilà, je passe du temps à aider d'autres personnes. Hein, les gens qui veulent des conseils, je passe du temps à conseiller aussi, en fait. Donc, c'est ces temps d'échange qui sont importants.